Petite parenthèse avant de commencer l'épisode. Je suis ravie de te donner rendez-vous le 12 et 13 juillet prochain à Arcachon pour la 2e édition du congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Un événement unique imaginé par Julien Perron que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le podcast. Besoin d'inspiration, envie de te recentrer, de prendre du temps pour toi. Au programme, un week-end hors du temps, dans un cadre de rêve, face au bassin d'Arcachon, des conférenciers de haut vol, des ateliers et une énergie collective incroyable. J'aurai la joie d'y animer un atelier « Comment s'aligner avec ses besoins ?» Les places sont limitées, alors fonce vite sur congrès.c'estquoilebonheur.fr pour réserver la tienne. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, experte rescapée du burn-out et fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi t'accompagne à écouter ta petite voix grâce à un ensemble de contenus. Grâce à ce podcast, avec des témoignages authentiques et sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce au bilan de compétences et de besoins pour trouver ton alignement, finançable avec ton CPF. Et un ensemble de livres, de conférences et une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir d'accueillir un homme aussi inspirant que Carlo Trippi. Carlo a beaucoup souffert durant son enfance, ce qui a provoqué chez lui un profond mal-être. Il décide donc de rejoindre l'imprimerie familiale où il s'épanouit jusqu'au jour où son rôle évolue et qu'il devient commercial. Sa rencontre avec Carla, sa femme, est un déclic. Il décide alors de se former pour devenir thérapeute. 40 ans plus tard, Carlo et Carla sont les pionniers de la thérapie imago en Europe francophone et ont accompagné plus de 15 000 couples à recréer un lien profond et durable. Carlo est également un grand sportif qui a été vice-champion suisse de golf et a gravi l'Everest à 70 ans, un an après un triple pontage. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Carlo Trippi. Bonjour Carlo. Bonjour Charlotte. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît? Alors l'objet que j'ai choisi, c'est un piolet de montagne. C'est un objet qui accompagne le montagnard dans ses courses. Et pourquoi du coup le piolet? Le piolet, parce que je crois que c'est le symbole et l'objet un des objets les plus importants quand on fait de la montagne, la haute montagne. Et parce que la haute montagne, c'est ma passion. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis de nombreuses années, qui m'a fait vivre des expériences presque de transcendance, j'ai envie de dire. Et que voilà, c'est ma passion. Trop chouette. Alors, pour les auditeurs, on a commencé l'interview et je me suis rendu compte qu'il y a eu un petit problème d'enregistrement. Donc, du coup, il y a quelques petites informations que j'ai réussi à avoir. Vous disiez là, justement que dans ces expériences de haute montagne, vous aviez plus souvent pas atteint le sommet que atteint le sommet et que ça vous avait permis de dépasser certaines peurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, effectivement, plusieurs fois, j'ai dû renoncer avec des amis. Je n'ai jamais fait, ou très rarement, de la haute montagne seul. Mais on a dû renoncer pour des questions de danger, de mauvais temps, de conditions mauvaises, etc. Euh, à ce moment-là, c'est peut-être pas les peurs qui nous... Oui, il y a peut-être une part de peur qui font prendre la décision, mais il y a aussi une part de logique, de réflexion, ce qui est vraiment indispensable si on veut rester en vie longtemps en montagne. Mais disons que ce que je disais tout à l'heure, c'était que par rapport aux peurs, la montagne m'a appris à me confronter à certaines de mes peurs. C'est là que j'ai appris aussi à dépasser certaines peurs qui n'étaient pas objectives, qui étaient quelque chose de beaucoup plus secret, profond. Mais la montagne m'a appris en étant attentif, en étant présent dans l'instant présent, en vivant chaque pas l'un après l'autre, en assurant, etc., à maîtriser, à contrôler cette peur et à la dépasser souvent. Ouais, trop chouette. Où est-ce que vous avez grandi? Alors, je suis né en Agadine, dans les Grisons, euh, un pays que j'ai de haute de montagne, vraiment, puisque le village où j'habitais était à 1800 mètres d'altitude. Et on a quitté l'Agadine, ma famille, parce qu'une avalanche a emporté notre maison. Donc, très tôt, l'histoire de la montagne a eu un impact sur ma vie. Et puis, on Vous est venu aviez 2 ans. habiter.
J'avais 2 ans, Mm. oui, oui. Et on est venu habiter à Lausanne, près du lac Léman, près de Genève. Et voilà, c'est là qu'on a grandi dans une famille, que j'ai grandi dans une famille, je dirais, un peu bourgeoise, sans bruit, tranquille, affectueuse. Vous avez des souvenirs, parce que bon, 2 ans normalement on dit qu'on n'a pas de souvenirs, mais vous me disiez tout à l'heure que vous aviez échappé à la mort parce que votre maison a été engloutie, et vous étiez dedans et vous avez été sauvé in extremis. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé ou c'est que resté inconscient? Non, c'est totalement inconscient, aucun souvenir, si ce n'est si ce ne sont que les souvenirs que ma mère nous a rapportés des différentes étapes de cette terrible aventure. Mais non, aucun souvenir personnel. Et quel type de petit garçon vous étiez? J'avais un frère aîné de 15 mois qui prenait beaucoup de place, qui était très présent. Et moi, j'ai vu quelques photos, un film 16 mm. Mon père faisait à l'époque du 16 mm. Et je vois un petit garçon qui est assez en difficulté, qui se bat pour avoir sa place, qui a un frère qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, très, très demandeur. Et je me vois en train de ramasser, chercher les œufs à Pâques, la chasse aux œufs, et qui n'arrive pas à les trouver. Son frère les ramasse tous juste avant lui, et il est d'une jalousie et d'une colère. Et il trouve ça trop injuste. C'est pas normal qu'il puisse pas les trouver lui-même. Enfin voilà. Je vois un petit garçon qui est, ouais, qui se cherche, qui a de la peine à se sentir vu, exister dans cette famille. Pourtant très, très gentille, très aimante. Et voilà. Et c'était quoi vos rêves de petit garçon? Ah, mes rêves de petit garçon. Peut-être, j'avais de la peine à avoir des rêves. Je me souviens qu'à 10 ans, j'étais très angoissé à l'idée de savoir qui j'allais devenir plus tard. Et j'avais aucune perspective enfin, je ne me voyais absolument pas dans un métier, dans une activité. En général, on peut se voir pompier, gendarme ou Dieu sait quoi. Moi, j'étais surtout inquiet de savoir qui j'allais être. J'étais vraiment dans des angoisses assez puissantes, assez fortes. Et j'avais, je pense, vers 8, 9 ans, comme ça, déjà fait des expériences assez étonnantes. Je m'en suis rendu compte évidemment par la suite qu'elles étaient particulièrement spéciales. C'est que j'avais une question pour m'endormir, parce qu'autrement, je n'arrivais pas à dormir, qui était, mais si mon pays n'existait, ouais, si je n'existais pas, si mon pays n'existait pas, si l'Europe n'existait pas, si le monde n'existait pas, qu'est-ce qu'il y aurait? Et j'essayais d'éliminer petit à petit tout ce qui était existant, qui existait, pour essayer de découvrir ce qu'il y avait derrière. Et j'arrivais dans une espèce de vide total, sidéral. Et là, quand il n'y avait plus rien, quand j'arrivais plus à extraire quoi que ce soit, je m'endormais. C'était le moment où enfin je pouvais lâcher prise. Voilà, j'avais des rêves comme ça où je me voyais dans une cahute, où je posais des pierres jusqu'à ce que je puisse mettre la dernière, me protéger, m'enfermer. Donc je pense une enfance où, si c'était pas reconnu tout de même, je pense que j'étais très inquiet, très angoissé, très Mais seul. c'était pas, en effet, bon, déjà dans ma génération, c'est pas forcément un sujet dont on parlait, mais j'imagine que dans votre génération encore moins. Effectivement, c'était pas quelque chose qu'on pouvait aborder. Je me souviens que ma mère m'avait amené chez un psychologue qui était un personnage assez particulier, et ça m'avait plutôt refroidi et plutôt fait comprendre que je ne devais pas être tout à fait normal. Et comment ça s'est passé les études pour vous? L'horreur. Mais justement, parce que je n'arrivais pas à savoir qui j'étais, je n'avais aucune confiance en moi. Je pense que je me détestais quelque part. J'avais cette part de moi-même que j'arrivais pas à connecter. Ben finalement, je la détestais, puisqu'elle me faisait plutôt, je peux pas dire souffrir. J'étais pas dans des états de souffrance, mais dans un état d'incompréhension, perdu, égaré, seul. Voilà. Oui, Euh, un mal-être profond. Ouais, un espèce de mal-être, mais à côté de ça, bien compensé par des activités physiques où je faisais beaucoup de sport, j'étais toujours le premier en gym et des trucs là. Mais l'école, par contre, ça a été très, très, très difficile parce que
je me donnais beaucoup de peine. Je voulais réussir. J'avais vraiment envie de réussir ce qu'on me demandait d'apprendre. Et je me souviens que je passais des heures à essayer de commencer à apprendre. Alors, j'avais des stratégies. Maintenant, je me rends compte que c'était compliqué. Il fallait que je presque des tocs finalement. Et le résultat, c'est que c'était nul. Ça marchait pas. Et donc, j'étais toujours le dernier de la classe, le plus mauvais. J'ai échoué. C'était dramatique pour moi, vraiment. Je pense que c'est les souvenirs les plus douloureux de ma vie, c'est l'école. Parce que je voulais y aller, je voulais réussir, je travaillais, mais complètement à côté de la plaque. Vous n'aviez pas la bonne Voilà. formule pour pouvoir Ouais, j'avais pas appris à correspondre à apprendre. ça. Mm. Ouais, Ouais, bah non, mais en plus, enfin, c'est un vrai sujet et apprendre à apprendre. Là, moi, enfin, je me forme à tout ce qui est neurosciences et et en effet, il y a des façons d'apprendre, mais on ne nous les apprend pas à l'école, en fait. Donc, non, il y en a pour qui c'est inné, il y a des enfants pour qui c'est inné, mais d'autres où c'est pas du tout inné, en fait. absolument. Et de ce côté-là, et c'était pas par malveillance, mais j'étais pas accompagné, pas soutenu. On me disait, les rares fois où je faisais des bonnes notes, on me disait, oh, tu as eu de la chance là. Donc, il n'y avait pas C'est bien pour d'encouragement. l'estime de soi, ça c'est chouette. Voilà, et puis juste pour l'histoire, eh ben, c'est seulement à partir de l'âge de 20 ans que j'ai pu tout à coup trouver une forme de résilience parce que je suis parti en Angleterre pour étudier dans une école d'imprimerie et d'art graphique. Et là, je me suis retrouvé tout seul, 22 ans, 21 ans, 22 ans peut-être. Et je me suis retrouvé tout seul dans une petite chambre perdue à Londres et, et- et je me suis découvert. Et là, c'était magnifique parce que les études se sont passées vraiment avec facilité. C'était une école qui était en anglais. En plus de ça, je parlais pas très bien l'anglais, mais miraculeusement, en quelques semaines, quelques mois, j'ai appris la langue. Elle est devenue tout à fait facile pour moi. Et ben, j'ai fini mes études en étant parmi les trois premiers d'une école anglaise avec des gens de langue anglaise, du Commonwealth britannique et d'anglais. Voilà, donc c'était vraiment une résilience et une récupération. Je pense que le lieu, je me suis retrouvé tout seul, faire face à quelque chose où il n'y avait plus le milieu ambiant, qui n'était pas malsain, mais je pense que j'attendais qu'elle trop de ça. Et là, je me suis retrouvé seul et je me souviens, je passais des nuits à étudier avec un bonheur incroyable. Et ça Et, marchait. et pourquoi du coup l'imprimerie? Alors ça, c'est une histoire de famille. Mon grand-père avait fondé une imprimerie à Lausanne, mon père l'a reprise, et mon frère et moi sommes arrivés en troisième génération pour reprendre l'entreprise. C'était un travail qui n'a pas duré très très longtemps, quelques années, oui, 5, 7, 8 ans, qui m'a passionné au niveau de la technique, au niveau de la... parce que c'était encore la vieille imprimerie de Gutenberg, hein, c'était l'époque de la transformation de la typographie en offset. Et donc, il y avait tous les défis technologiques à relever et les défis financiers. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et finalement, moi, j'ai dû me destiner plutôt à faire du commercial, à aller chercher des clients. Et là, c'était de nouveau une C'était pas à époque votre place. extrêmement Mm. douloureuse, vraiment. Parce que où je rencontrais des gens, je me passionnais dans la relation, mais je ramenais pas de business. Ou bien il fallait faire du business et il n'y avait aucun contact humain et c'était triste. Et donc, je mourais quelque part dans ce travail. Votre corps vous parlait? Non, mon corps ne me parlait pas, à part les cheveux qui ont blanchi très rapidement au moment où j'ai décidé de quitter l'imprimerie. C'est au moment où j'ai rencontré mon épouse, Carla, Carla et Carlo, hein. Et je dis toujours que c'est pas un nom de scène, c'est Oui, vraiment un nom c'est sûr. prénom. Mm. Et quand je l'ai rencontrée, voilà, ça a été pour moi une chance extraordinaire parce que Carla était infirmière de métier, formatrice dans le monde de du médical, mais elle était passionnée, absolument passionnée par la thérapie et donc elle a commencé à se former à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que si je voulais rester dans cette relation, ben, il fallait que je me remette en question sérieusement. Et c'est ce que j'ai commencé à faire très vite. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai changé d'orientation et je me suis formé dans des différentes approches thérapeutiques, gestalt, analyse transactionnelle, psychodrame, enfin, toute une série de choses qui se faisaient à l'époque, dans les années 80, avant 80, ouais, 78 par là autour. Et à ce moment-là, du coup, vous continuiez à travailler à l'imprimerie et vous vous formiez en parallèle. Comment vous avez fonctionné?
Oui, au début, j'ai commencé vraiment à me former avec surtout en France, beaucoup en France, à Paris, avec bon, je peux dire un mentor qui m'a énormément encouragé, qui était Jacques de Panafieux. Bon, maintenant il est plus très connu, mais c'était un personnage hors du commun, un philosophe qui a travaillé d'abord dans les médias, dans les relations humaines, et puis qui s'est découvert une passion pour la thérapie et qui a formé beaucoup des centaines de thérapeutes à Paris à l'époque, avec les nouvelles techniques comme le reversing et des choses comme ça. Et donc, moi, je me formais le week-end où je prenais des congés sur mes vacances. Et puis, j'ai commencé à travailler parallèlement à mon activité d'imprimerie. Comme j'étais plutôt dans la représentation, j'étais un peu plus libre de mes mouvements. J'étais toujours à l'extérieur et donc j'arrivais à organiser comme ça des temps de travail. Et puis, j'ai commencé à avoir quelques patients. Et très vite, il y a une liste d'attente qui s'est constituée, qui m'a montré que probablement j'étais sur le bon chemin. Et c'est là qu'assez rapidement, j'ai dit non, stop. Du jour au lendemain, j'ai dit stop à l'imprimerie et je me lance dans la thérapie. D'abord la thérapie individuelle, hein, c'est-à-dire que à l'époque, ce n'était pas encore les couples, mais vraiment la thérapie individuelle. Juste avant qu'on attaque ce sujet-là, j'ai plusieurs questions qui me viennent. C'est quand vous avez commencé à vous former dans toutes ces techniques, comment votre entourage, je pense notamment à votre frère, à votre père avec qui vous travaillez à l'imprimerie, comment ils ont réagi à ça? Comment dire ça? Il n'y avait aucune animosité, il n'y avait pas de jugement, il y avait juste, je sentais une immense inquiétude, mais comment il va gagner sa vie, le pauvre? On me voyait vraiment comme un peu le mouton noir, celui qui, ouais, c'est Carlo, quoi. Bon. Et donc, j'entendais plutôt mon frère, très gentiment, qui lui s'occupait, était vraiment le directeur général d'entreprise, m'a demandé un jour, mais tu vas pouvoir gagner ta vie? Mes parents ne m'ont jamais posé une seule question sur le métier qui m'intéressait. J'ai appris quelques années plus tard qu'ils pensaient que j'étais physiothérapeute. Donc, alors que je travaillais un travail de psychothérapeute. Donc, pour eux, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Donc, aucun intérêt, aucune curiosité, pourvu que je m'en sorte et puis que je ne meure pas de faim. Ouais. Donc, ça, Et c'était la part de la famille. ouais. Mes amis, bon, je faisais beaucoup de sport à l'époque. C'est ce qui m'a aussi beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup permis de faire face à mes difficultés personnelles. Et je faisais du sport de compétition, du hockey sur glace. J'ai fait même du golf. J'étais vice-champion suisse de golf à l'époque. Enfin bref, de la montagne, je la faisais un peu, mais pas encore vraiment sérieusement. J'ai fait du judo, du water polo, vraiment. Ah, vous avez euh, touché à beaucoup de sports. ouais, 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 parce que c'était surtout les relations des gens, l'équipe qui m'intéressaient. Et donc, il me, il s'intéressait, il me posait des questions, mais sans vraiment s'y intéresser. C'était une époque où la thérapie n'était pas encore tellement dans la vie des gens. C'était un peu des gens d'exception qui faisaient des thérapies, qui se remettaient en question. Et Mais on vice-champion prenait. de golf, c'était, vous aviez quel âge? Alors là, j'ai commencé très tôt. Enfin, c'est un peu mes parents qui m'ont poussé à le faire. C'était pas un peu. Mon père était là-dedans. Il vivait pour le golf et par le golf presque. Il était capitaine de l'équipe suisse, président, etc. Et donc, mon frère et moi avons dû faire du golf. Voilà, on nous a dit, bon, bonjour, maintenant vous allez vous arrêtez de jouer avec les copains dans le parc à côté. Vous irez tous les mercredis faire du golf. Bon, moi j'ai fait ça, je me suis donné beaucoup de peine, j'avais de la facilité, je sentais que mes parents me suivaient un petit peu, donc c'était intéressant d'avoir le soutien des parents. Et puis quand je suis arrivé dans les équipes, mon père était capitaine de l'équipe suisse junior, et donc, il parlait tout le temps de ces jeunes dont il s'occupait, et il parlait que d'eux, et moi, j'avais très envie qu'ils s'intéressent aussi un peu plus à moi, donc je me suis battu pour arriver dans l'équipe. Mais au moment où j'étais sélectionné dans l'équipe junior, ben, mon père a été mis dans l'équipe senior. Donc, j'aurais plus pu avoir ce contact que j'aurais tellement aimé avoir. Alors, j'ai joué dans cette équipe suisse, on a eu des championnats suisses, des championnats d'Europe, des machins comme ça. Ça marchait très bien, mais je me suis rendu compte que j'aurais jamais ce contact avec mon père, puisqu'il s'intéressait à d'autres gens. Et donc, voilà, j'ai renoncé à 18 ans, j'ai dit stop, terminé. Du jour au lendemain, j'ai abandonné ce sport complètement. Et là, je me suis tourné vers le hockey sur glace, où j'ai
et beaucoup joué. Et c'est là que j'ai rencontré mon épouse, du reste, à la suite d'un match. Et c'était une passion, mais c'était surtout une passion parce qu'il y avait une équipe d'amis, de relations, vraiment on se serrait les coudes. En même temps, c'était très joyeux, très voilà. Il y avait souvent le troisième ou le quatrième tiers-temps, comme on l'appelle après le C'était match. une autre famille dans laquelle vous vous sentiez en sécurité. Oui, ouais. Et j'ai Ok. joué jusqu'à bon, l'âge de 34 ans à peu près. J'ai joué à la Ligue nationale, enfin assez haut. J'étais gardien en plus de l'équipe, gardien de but. Enfin voilà, ça c'était une grande passion. Et quand j'ai arrêté, ben, ça a été remplacé par la montagne, vraiment. On refait un petit retour Ah, sur... ouais. Oui, Non, voilà, dites-moi. il y a eu un Un petit petit, bruit. un petit, C'est passé, ça passé. un petit retour sur... Donc là, vous commencez à vous dire, j'ai envie de me former. Est-ce qu'à ce Oui. moment-là, vous imaginez que ça sera un métier un jour? Ou c'est juste que vous avez envie de vous former parce que vous êtes curieux et que vous avez envie de vous faire du bien? Alors, je me suis formé, bien sûr, parce que je voulais en faire un métier et j'étais très poussé, encouragé, soutenu par ma femme qui, elle, avait beaucoup plus d'avance sur moi. Et donc, elle m'a beaucoup soutenu. Elle m'a aussi prise comme assistant dans ces groupes de thérapie. Donc, ça m'a beaucoup donné d'expérience. Et puis, comme je l'ai dit, j'avais ce mentor, Jacques de Panafieux, qui m'encourageait énormément et qui m'a beaucoup formé, qui m'a même formé individuellement, et beaucoup soutenu. Donc voilà, et donc ça m'a permis d'y croire vraiment, mais j'avais toujours un immense doute en me disant, mais c'est prétentieux ce que je suis en train de faire. Bon, il faut dire que je faisais beaucoup de thérapie personnelle à côté de ça, parce que c'était une évidence qu'on ne pouvait pas faire un métier comme ça sans avoir une remise en question totale. Mais oui, j'étais quand même plein de doutes, plein de doutes. Mais ces doutes, ils étaient un peu masqués par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient venir faire de la thérapie chez moi. Mais j'avais de la peine à y croire. Je me disais, mais je suis peut-être pas honnête, j'en profite. Mais visiblement, ça les aidait, ça les encourageait, ça les aidait. Il y avait des résultats. Donc finalement, oui, je me suis laissé prendre au jeu et j'en ai fait vraiment ma profession. Je me suis vraiment considéré comme thérapeute. Mais toujours, toujours, et encore aujourd'hui, après 40 ans de pratique, toujours avec une petite voix, est-ce que tu les aides vraiment à avancer ou est-ce que tu les freines dans leur processus naturel de guérison avec des prétentions, voulant gagner ta vie, etc. C'est toujours resté une petite voix. Euh, je pense aujourd'hui que je lui dois beaucoup parce que il y a eu du succès, oui, et surtout ces dernières années, mais il y a toujours ce petit doute qui me permet de garder les pieds sur terre et de ne pas laisser la tête. Ouais, c'est un vrai sujet par rapport au fait d'être thérapeute. C'est toujours de rester humble, de rester à sa place et de se dire qu'on est quelqu'un pour aider l'autre et qu'on ne fait pas le travail à sa place. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui se perdent en pensant être des Manitou, des grands gourous et qui oublient leur part enfin, voilà, l'humilité nécessaire qu'un thérapeute doit avoir. Oui, oui, absolument. Mais je pense que pour ma part, c'est la peur, de nouveau cette part de peur, cette part de doute qui m'a sauvé, je dis sauvé, accompagné, parce qu'on peut faire beaucoup de mal, beaucoup de dégâts si on n'est pas congruent, si on n'est pas vraiment honnête, vraiment euh, à l'écoute vraiment de la personne et pas de son ego parfois. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup soutenu dans ce travail. Encore aujourd'hui, parfois je me dis, mais attends, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous. On a lancé nous, des nouveaux projets, mais attention, est-ce que c'est honnête? Et là, on est avec ma femme constamment en train de se remettre en question. On fait beaucoup de dialogues ensemble pour attention, pas de dérive, pas partir dans Ouais, l'ego, c'est hyper important. On en parle souvent dans le podcast sur le fait que gagner de l'argent, c'est nécessaire hein, pour pouvoir manger, avoir un toit, mais ça doit pas être le moteur. C'est pas le moteur de notre raison d'être, de notre mission de vie, c'est la conséquence. Et du coup, en termes d'énergie, ça change tout en fait, de se dire absolument. je veux aider les gens. Et quand je dis aider les gens, ça peut être en effet, vous êtes thérapeute, mais ça peut être aider les gens à se sentir beau quand on est coiffeur. Enfin, ça peut être vraiment être, c'est au sens Absolument. large. Et du coup, c'est se dire, bah voilà, je le fais parce que je me sens bien en le faisant et je sais que je fais du bien aux autres.
et la conséquence, c'est que je vais gagner ma vie, mais c'est pas le si à partir du moment où ça devient le moteur, ça emmène des énergies qui sont pas les bonnes. Absolument. Et ça me rappelle, je reviens vers Jacques de Panafieux qui m'avait entre autres transmis une formation qu'il avait développée lui-même à l'époque où on parlait du chômage différemment, où il y avait des pertes d'emploi. Et donc il avait fait un travail, proposition de travail pour les gens en difficulté qui s'appelait Gagner sa vie sans la perdre. Très chouette. Et Mm. ouais, c'est très chouette parce que c'était vraiment, oui, gagner sa vie à tous les niveaux, gagner sa vie financièrement, gagner sa vie socialement, personnellement, mais sans se perdre là-dedans, sans sacrifier notre âme, qui on Ouais, est c'est. profondément. Oui. Mm. Aujourd'hui, Et, enfin, ouais, allez-y, je vous dire après. ouais, oui, je voulais dire juste qu'avec ce travail de thérapeute aujourd'hui, qui sont, bon, il y a beaucoup de formes de thérapie, d'aide, de soutien. Euh, c'est très délicat, c'est très sensible parce qu'effectivement, s'il y a pas cette honnêteté, eh bien, on risque de transmettre aussi cette, entre guillemets, malhonnêteté ou inconscience auprès des gens qui viennent nous demander du secours, de l'aide, du soutien. Après, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et j'en faisais partie, hein, c'est ce qui m'a amené au burn-out, c'est le fait qu'on se ment à soi-même, qu'on est dans une zone de confort qui est excessivement inconfortable, mais finalement, on a l'impression d'être en sécurité dans quelque chose qui est, où on est en insécurité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé un programme qui est assimilé à un bilan de compétences pour découvrir quels sont les besoins de la personne, que la personne apprenne à se connaître, parce que c'est vraiment ça, c'est gagner sa vie sans la perdre, c'est se Ben dire oui, dans quel métier je vais me sentir épanouie parce que ça va correspondre à mon pourquoi, à mes talents, à ma zone d'excellence, enfin pas d'excellence, justement, ma zone de génie et ma singularité. Et aujourd'hui, oui, la problématique, il y a beaucoup de gens, vraiment, j'en parle parce que je suis passée par là, c'est que je savais pas qui j'étais, et comme vous, alors moi, je me détestais pas, mais je m'aimais pas. Et du coup, tant qu'on ne s'aime pas, on ne se respecte pas et on se fait pas respecter. absolument, Mm, absolument. Cette, mais je reviens sur cette détestation de soi-même, cette haine de soi-même. En fait, elle cache quelque chose d'autre. Elle cache des qualités, le cœur, l'essence même de qui nous sommes, qui n'a pas pu être développé, qui n'a pas été encouragé, qui n'a pas été validé à une époque très précoce, là où il n'y a pas encore de projet, où l'enfant s'exprime dans sa totalité, dans sa pure vérité. Et quand ça n'a pas été encouragé, l'enfant le sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu. Et quelque part, il le refoule, il le cache. Moi, je parle de cette partie qui est mise au congélateur, parce que c'est pas mort. mm, Et quand quelqu'un met le doigt dessus, ou quand la vie nous éclaire cette part de nous-mêmes, ça fait peur, parce que ça rappelle la souffrance que ça a pu créer à un moment. Et c'est pour ça qu'on commence à détester cette part, ces meilleures parts de nous-mêmes. Euh, bon, ben, c'est tout ça le chemin, c'est un chemin de vie. mm. Oui, oui, on s'arrête jamais à apprendre à se connaître. Et comment vous l'avez connu, du coup, Jacques de Panafieux, votre mentor? Euh, je crois que c'est par Carla en premier qui était dans ces formations, qui avait découvert cette formation de rebirthing et de techniques psychocorporelles. Euh, Parce que à l'époque, c'était des outils qui nous venaient des ALEM, de Californie. C'était les toutes premières, l'époque où on- on découvrait la thérapie. C'était l'analyse transactionnelle, qui était un bouleversement parce que ça quittait vraiment la psychanalyse traditionnelle. Eric Berne avait développé cette approche de contact direct avec les gens. On travaillait sur des coussins par terre, c'était des groupes, on se tutoyait. Donc toute la distance thérapeute-client était complètement abolie. C'est un bouleversement. Et je crois que Jacques de Panafieux était vraiment l'importateur presque direct de toutes ces approches. Et ça nous avait séduit, ça avait séduit Carla. Et très vite, je me suis dit, ben oui, là, il y a une approche que je pourrais aussi utiliser. C'était le rebirthing qui m'a attiré parce que c'était un travail psychocorporel à travers la respiration, l'hyperventilation. Mais à l'époque, c'était vraiment, on y allait avec, avec une hyperventilation totale, quoi, où les gens étaient tétanisés. Donc c'était assez physique. Et par mes activités et par qui j'étais, je me sentais assez à l'aise pour aborder ça. Et puis c'est là que je l'ai rencontré et qu'on a développé, on a travaillé d'autres, il nous a formés à d'autres approches. Et on a fait 4 ou 5 ans de formation permanente. Enfin,
sur des week-ends, En sur des pointillé, oui. semaines, voilà, en pointillé, puisqu'il n'y avait pas d'école de thérapeute à Ouais, l'époque. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on l'a connu et on est devenus amis très proches. très Et chouette. puis, bon, voilà, ça s'est développé. Et donc, du coup, au début, vous disiez, donc vous avez commencé la thérapie individuelle. Est-ce que vous aviez un type de client ou de problématique, enfin de client slash patient en particulier, ou vous aviez plein de typologies de personnes qui venaient vous voir? Non, 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 c'était très variable. Il y avait, je dirais, je n'ai pas travaillé beaucoup avec des enfants, une ou deux fois avec quelques adolescents, mais déjà, je dirais adolescents, fin d'adolescence, 19-20 ans. Mais non, autrement, c'était toujours des personnes, je dirais, il n'y avait pas une typologie particulière et j'avais des gens de toutes sortes de problématiques, depuis des problèmes déjà psychiques jusqu'à des demandes de mieux vivre, de mieux être, de développement personnel. Voilà. À cette époque, je dis cette époque comme si on était une autre époque, mais oui, Comme mon ça fils vous remonte quand dirait, on même. n'est pas on n'est pas né dans le même millénaire ni dans le même siècle, hein. Donc C'est bon, c'est et vrai. il a raison. Mais on apprend à faire le passage maintenant, avec un petit peu de quelques difficultés. Mais enfin voilà. Non, mais c'était très intéressant parce que c'était vraiment c'était un peu quelque chose de nouveau, quoi. Même si la thérapie existait depuis longtemps, mais enfin, ces formes de thérapie étaient assez nouvelles. Et je me souviens qu'on a eu même des problèmes avec des psychiatres qui nous voyaient travailler avec des groupes, parce qu'on avait beaucoup de groupes, 4 groupes par semaine de 8 personnes, et qui se posaient des tas de questions sur parce que c'était vraiment, on trahissait quelque part le travail traditionnel de l'analyste et qui nous posait des questions absolument incroyables. Par exemple, je me souviens qu'on faisait des stages aussi d'une semaine et il nous disait, mais dans ces stages, alors la sexualité, comment ça se passait entre les membres? Je dis, ah ben, on avait des règles très strictes, pas de sexualité, parce que c'était vu comme une fuite du travail. Donc, oui, mais vous, en tant que thérapeute, vous aviez une sexualité entre vous. Des questions de ce type-là pendant les stages. Alors, je disais, écoutez, nous, on n'était pas tellement préoccupés par notre sexualité à ce moment-là. C'était plutôt les participants qui nous intéressaient. Voilà. Et donc, c'était vraiment tous ces problèmes qui étaient ceux de l'analyste qui essayaient de nous faire comprendre comment est-ce qu'on pouvait amener des nouvelles approches. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Et je dois Ouais. dire, d'une manière générale, les nouveaux psychiatres, psychanalystes, ont une perception et une vision beaucoup plus moderne et plus adaptée, quoi. Et comment vous en êtes venu du coup à la thérapie de couple, qui est devenue votre grande spécialité? Ouais, alors ça fait, oui, 30 ans à peu près, je ne sais jamais les périodes, maintenant à peu près une trentaine d'années. Euh, eh bien, suite à une difficulté de couple, parce que comme tous les couples, on avait des conflits, des tensions, et un jour, Carla a décidé de prendre quelques jours de distance, de repos. Et en partant, elle a trouvé un livre, elle est passée à la librairie, elle a trouvé un bouquin qui était exposé sur une table, qui s'appelait Le défi du couple de Harville Hendricks. Elle a pris ce livre, elle est partie, je ne sais plus où elle allait. Et puis, je crois que le deuxième jour, elle m'a téléphoné en me disant, écoute, j'ai pris un livre, j'ai trouvé un livre, il faut que tu le lises, c'est notre histoire. C'est vraiment le fac-similé de notre histoire, il faut que tu le lises. Vous étiez déjà thérapeute à ce moment-là? On était thérapeute Ouais. déjà depuis 15 ans, oui. D'accord. En Ouais, tout cas, 15 ans. Oui, oui. ouais, il y a pas de. Ça, d'ailleurs, on en avait parlé avec Paul Devendre. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est celui qui a fait le one man show des hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. OK. Oui. Et c'est un homme vraiment hyper inspirant que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Et donc pendant, ça fait 20 ans qu'il est sur scène aux quatre coins de la France et de l'Europe pour faire son show sur les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars, donc concilier la vie de couple et aussi il a été thérapeute de couple et il s'est séparé à plus de 50 ans de sa femme. Et bon, maintenant il a re-rencontré quelqu'un, mais comme quoi, en effet, quand on est thérapeute, on n'est pas forcément, on est le cordonnier peut être le plus mal chaussé. Absolument. Et puis même parfois un peu plus mal chaussé parce qu'on croit connaître les recettes Mm. pour la relation. Enfin voilà. Alors pour dire tout ça, c'est pour revenir à l'histoire de la découverte de cette approche. C'était l'imago, hein, la thérapie imago de Harvey Hendricks. Et quand on a lu ce livre, quand j'ai lu ce livre, effectivement, on s'est dit, waouh, ouais, il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Mais ça n'existait pas en Europe.
Et il y avait une seule femme qui parlait le français parce que pour nous, ça aurait été difficile de travailler en anglais. Et on l'a eu fait, mais enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, il y avait qu'une femme qui était au Canada. Et Carla m'a dit, écoute, allez, on va au Canada, on va suivre un stage au Canada. Bon, moi, j'étais un peu plus réticent quand même. C'était surtout elle qui tirait le couple en avant. Moi, j'avais un petit peu le frein à main tiré. Et bon, ben, j'ai dit oui, parce qu'il y a des baleines là-bas. On pourrait aller voir les baleines aussi en même temps à Tadoussac. Là. C'est très beau sur le Salor. Et bon, ben, bref, on y a été. Bon, le stage s'est plus ou moins bien passé, c'était pas extraordinaire, mais quand même, on s'est dit, il se passe quelque chose. Et on était à peine rentré en Suisse qu'on a décidé, oui, on va explorer un peu plus loin. Et on a créé un stage en Suisse avec une quinzaine de couples qu'on connaissait, d'amis, de connaissances, de clients. Et on a fait venir cette thérapeute canadienne et on lui a mis une condition, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur 5 jours et on a rajouté aussi quelques outils à nous là-dedans. Et j'ai vu presque un miracle parmi certains couples. Entre le premier jour et le dernier jour, j'ai vu des transformations que nous n'avions pas encore vécues forcément. Mais je me suis dit, ah oui, ça marche. Ça, c'est quelque chose qui... Et j'étais complètement subjugué. Je ne sais pas, quelque chose s'est passé. Intuitivement, j'ai dit, ça, c'est mon chemin. Et le soir, en se couchant après, à la fin du stage, enfin, avant de se coucher, cette thérapeute nous dit, ah, mais vous savez qu'il y a une formation qui va avoir lieu à Vienne, en Autriche par une femme qui du reste a vécu à Lausanne, est née à Lausanne, Hedy Schleifer, qui était, enfin, je vais pas raconter toute l'histoire, ça prenait du temps, mais enfin, une femme qui avait vécu dans les camps de, enfin, la mère avait vécu dans les camps de concentration, elle était née à Lausanne dans un camp de la Croix-Rouge. Bref, et donc elle donnait ce premier stage en Autriche, première formation, et je lui ai téléphoné, elle m'a dit, mais tout de suite, tu viens de Lausanne, mais c'est formidable, moi je suis né à Lausanne. Et donc, elle a fait cette formation en allemand et en français, pour moi uniquement. Trop chouette. C'était super, ouais. Mm. Du coup, Et vous l'avez fait tout seul, la formation, vous l'avez pas fait avec Carla. la première formation, je l'ai faite tout seul parce que j'ai décidé, elle avait lieu un mois après le stage que nous donnions. Et donc, on avait plein d'autres responsabilités et Carla devait tenir la baraque. Il y avait les groupes, etc. Et donc, on ne pouvait pas y aller à deux. Donc j'étais tout seul, mais très vite on a organisé, à partir de là, on a organisé des formations en Suisse, on a créé une association et Carla s'est formée l'année suivante. On a fait revenir Hedy Schleifer en Suisse et on a monté cette histoire. Et très vite on a permis à une cinquantaine de thérapeutes suisses de se former. On a donné des stages parce qu'il fallait faire encore une formation complémentaire pour animer des stages et des stages de 4 jours. Et à partir de là, ça a été un changement radical. Je n'ai plus vu une seule fois une personne en séance individuelle. Je n'ai plus que travaillé que en couple. Et à partir de là, bah, ça a été la grande découverte. Enfin, on a travaillé beaucoup en France, parce que la Suisse romande est quand même petite. Donc, il fallait qu'on ouvre les portes et on a été invité à Paris. Et puis, à partir de là, dans toutes les villes de France. Et on a donné plus de 200 stages d'une semaine. On le dit, on a vu plus de 15 000 couples. Enfin, ça a été vraiment une explosion parce qu'il y avait énormément de demandes. Et on s'est rendu compte que vraiment, c'était un outil tellement pragmatique et tellement puissant pour les couples qui veulent l'utiliser que voilà. Oui, Et puis il y avait puis, peut-être plus qu'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples hein, qui se séparent et peut-être aussi on est plus dans une société de consommation de on prend, on change, on ne se bat pas forcément pour son couple et du coup, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui il y a autant de demandes qu'avant ou ça, est-ce que vous sentez une évolution? demande pour le travail, de Ouais, la sur le fait, thérapie. ouais, que les couples veuillent s'en sortir parce que, enfin, moi, je vois dans mon entourage, il y a quand même beaucoup de divorces et j'ai moi-même divorcé. Et sauf qu'en fait, il n'y a pas eu, enfin, voilà, mon ex-mari un jour, il m'a dit, bah, en fait, c'est fini. Et il m'a dit au bout de 15 jours, bon, bah, ok, je reviens. Je lui dis, bah, ok, bah, tu reviens, mais bon, on va faire une thérapie de couple. Et puis 15 jours après, on a refait un rendez-vous de thérapie de couple. Et c'est à ce moment-là où il m'a dit, ah, bah, en fait, finalement, c'est fini. Ok, salut. Donc, donc du coup, bon, enfin, bref, il y a un contexte global qui fait que de toute façon, rien n'arrive par hasard et qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il fallait enfin, qu'il se passe, hein, parce que de toute façon, il y a des moments où on n'est plus avec la personne, la bonne personne. Mais par contre, en effet, je pense que c'est important de se donner les moyens. Enfin, moi, je sais que quand j'ai des amis où je sens que le couple va pas bien, je leur dis, mais donnez-vous une chance. Enfin, en tout cas, si tu y crois, si tu l'aimes encore, si vous vous aimez encore, il faut y aller, quoi.
Absolument. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand les gens comprennent ce qui se joue dans une relation de couple, euh, et je pense qu'avec cet outil d'Imago, on peut vraiment aider les couples à comprendre déjà, à avoir une conscience de l'enjeu et pourquoi il y a des difficultés. Et même au-delà, pourquoi on s'est choisi. Oui, Parce que, justement, c'était la question que j'allais vous ah, poser sur si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la thérapie Imago. oui, je vais vous en dire un petit peu plus. Je voulais juste finir ça en disant que oui, quand les gens sont par rapport au choix, aux demandes, est-ce qu'il y a plus de demandes? Oui, parce qu'il y a plus de gens informés. Maintenant, je ne sais pas dans les autres formes, dans le conseil conjugal et dans ces approches-là. Je dois malheureusement dire, enfin, selon mon expert, c'est pas pour critiquer, les thérapeutes sont excellents, les psychologues sont parfaits, mais les outils n'étaient pas vraiment adaptés parce qu'on cherche souvent à trouver des solutions, des contrats, des arrangements, et ça a plutôt tendance à renforcer les difficultés et les conflits. Mais quand on a vraiment la conscience de ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans une relation, eh ben, ça donne des ressources et des envies peut-être d'aller plus loin. Quand on comprend que quand on est en difficulté, et ben, je vais venir peut-être dans les explications, dans les principes de l'Imago, on va dire que les conflits, c'est des amis. Le Mm, conflit, c'est la croissance qui vient sonner à la porte du couple pour évoluer. Et quand on parle de conflit, ça peut être aussi parfois les eaux dormantes, quand il n'y a plus rien qui se passe, où on est vraiment sur des chemins un peu parallèles. C'est des formes de conflit larvés, mais ça signifie aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas vécu, qui a besoin d'être travaillé dans l'espace du couple. On peut dire que le principe fondamental de l'imago, c'est que le couple, c'est le lieu de prédilection où les blessures du passé vont surgir. Dans les conflits, 90% des problèmes sont liés à l'enfance. mm, Maximum 10% appartiennent vraiment à la relation au couple. C'est-à-dire qu'on a choisi un partenaire qui va systématiquement appuyer sur les boutons qui déclenchent mes blessures d'enfance. Et en même temps, c'est cette personne, alors on peut se dire, bon, ben, on est un peu parano ou un peu On est un peu, on, a un peu- on se fait sadomaso, on se fait sado, du plutôt mal. sado, ouais, se faire Ouais. du mal, choisir. Mais ce qu'on ne se dit pas, c'est qu'on choisit aussi la personne qui est la mieux équipée pour nous aider à réparer ses blessures. Mm. Et en fait, c'est pas tant les blessures qu'on répare, mais c'est plutôt les stratégies qu'on a mis en face qu'on a mis en place pour pas souffrir de ces Ouais, les blessures. schémas. C'est des schémas qui se jouent dans le couple. Et le partenaire ne veut pas de ce schéma-là. Il veut la personne en entier. Mais il ne le sait pas, tout ça se passe à un niveau évidemment inconscient. Et donc, le travail de l'imago, c'est d'apprendre, quand il y a des conflits, à dire, OK, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a un manque de tendresse, il y a de la distance qui se prend, etc. C'est une invitation à faire un travail. Et donc, on a des outils appropriés qui sont des dialogues extrêmement spécifiques où on apprend à visiter le monde de l'autre sans intervenir, sans réagir. Alors, c'est la chose la plus difficile, hein. Ouais. Surtout quand on est dans un conflit et que notre partenaire nous donne sa version. Mais d'apprendre à entrer dans ce monde de l'autre, ce qui a pour effet immédiatement de le rassurer, de le calmer, de, de lui aider aussi à entrer dans la vulnérabilité, c'est-à-dire d'aller explorer un peu plus pourquoi elle est comme ça blessé dans cette situation, c'est-à-dire reconnecter un peu plus avec l'histoire de l'enfance. Et tout ça avec l'appui du partenaire qui reste bienveillant, il a les outils pour faire ça. Et ce faisant, en permettant à l'émetteur d'entrer en contact avec son histoire personnelle, en entrant dans ce discours de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jugement, plus de critique, plus de reproches, de blâme, etc., eh bien, il aide le récepteur, celui qui écoute, à entrer encore un peu plus dans son empathie. Et en étant empathique, il renforce la capacité de l'émetteur à entrer encore plus dans sa vulnérabilité. C'est comme si on créait ensemble euh, une forme un cercle Vertueux. vertueux, pardon, je cherchais le mot, Mhm. un cercle vertueux qui aide, où on s'aide mutuellement pour l'un à entrer dans sa vulnérabilité, c'est-à-dire plus proche de sa blessure, et à l'autre être dans l'empathie. Et là, on est dans un processus de guérison. Parce que la guérison, elle intervient quand la personne est vraiment dans sa blessure, pas quand elle en parle seulement, mais quand elle est connectée à sa blessure et qu'elle est vraiment entendue, on pourrait dire que le petit enfant est vu, enfin vu, et par le partenaire qui déclenche dans la vie de tous les jours la blessure,
On est dans un processus naturel de guérison. Et les thérapeutes, là, le coach, son travail, c'est vraiment d'accompagner le couple, de l'aider, d'aider à approfondir un peu plus, etc. C'est un travail, au fond, où le couple est la thérapie, la relation est la thérapie. Et on ne cherche pas à résoudre les problèmes. On cherche à reconnecter les deux partenaires. Parce que quand on est dans un conflit, dans une souffrance, dans quoi que ce soit comme difficulté conjugale, on perd le sentiment du lien. Et il ne s'agit pas de trouver des solutions pour retrouver le sentiment du lien. Il s'agit de se reconnecter. Et ce travail permet la reconnexion. Et quand il y a de nouveau le sentiment, enfin, la connexion, elle existe toujours, mais elle est peut-être défectueuse, elle est négative. Mais quand on est de nouveau dans le sentiment du lien, les, les problèmes se dissolvent par eux-mêmes parce qu'on est deux adultes capables de les régler. C'est plus qui a raison, qui a tort, c'est pas qu'à commencer, mais parce qu'on peut voir profondément l'histoire de l'autre, on peut être touché par l'histoire de l'autre et réciproquement. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Vous savez, la relation, c'est une histoire à trois. C'est toi et moi. Et le et qui crée la différence et qui crée aussi le lien, ce qui est extrêmement difficile à gérer dans une relation. Ce et est tout aussi important que nous. Et donc, quand on travaille, pour nous, on est très attentif à cet espace entre deux. Et on apprend au couple à construire un pont pour aller visiter le monde de l'autre. Parce que quand on est en relation avec une personne, on n'est pas que chez soi en train de parler de son monde ou fusionnant avec l'autre, perdu dans le monde de l'autre. On est entre deux. Et qu'il faut trouver cette capacité à entrer dans cet entre-deux, à pouvoir voir l'autre, mais ne pas se perdre complètement, ou ne pas euh, être complètement autocentré et ne plus voir l'autre et juste l'entendre comme ça, des mots qui sont partagés. Et donc c'est ça ce travail, c'est le travail de la relation. Euh, et c'est pour ça qu'on dit que dans les couples, quand il y a des conflits, des difficultés, waouh, c'est les chances de pouvoir retrouver les blessures, les réparer. Et ce faisant, c'est ça qui est absolument extraordinaire, en réparant les blessures, ou en tout cas en visitant les blessures, ou quand on peut visiter les blessures de notre partenaire, il y a une part qui permet de les calmer, de permettre à l'enfant blessé de se calmer. Il n'a plus besoin d'appeler au secours, papa, maman. Euh, et ce faisant, on peut laisser tomber les systèmes de défense. Et quand on laisse tomber les systèmes de défense, c'est-à-dire les comportements qu'on a adaptés, avec lesquels on s'est construit, on va retrouver la vraie personne. C'est pour ça que dans ce travail, c'est une recherche aussi de l'entièreté pour chacun des partenaires. Et moi, je ne connais pas tellement d'autres chemins pour se reconnecter avec ces parts intimes de nous-mêmes. Euh, alors, il y a bien sûr la thérapie, mais quand on est en thérapie, et je suis bien placé parce que, pour en parler, puisque je l'ai pratiqué pendant plus de 15 ans, euh, le patient ne nous choisit pas, il choisit un thérapeute. Alors que dans un couple, on choisit quelqu'un. Et le choix du partenaire, il est fait en fonction des blessures réciproques. Mais alors moi, je m'étais rendu compte en effet qu'avec mon nouveau conjoint, on s'était rencontrés sur une blessure mutuelle parce que on nous a quittés le même jour pour la même raison. Donc ça s'invente pas quand on s'est rencontrés. On fait bon bah ok, on est jumeaux de date de séparation et de raison de rupture. Donc on savait qu'on avait tous les deux cette blessure très profonde. Mais enfin je savais pas en effet que ça touchait à nos blessures d'enfants. Et la question qui me vient c'est aujourd'hui, enfin, je vois dans des amis qui ont des problèmes de couple, il y en a qui vont chacun voir un psychothérapeute, un psychologue ou que sais-je, et ils vont en plus voir un thérapeute de couple. Est-ce que du coup, avec la thérapie Imago, il faut que chacun travaille individuellement sur lui et ensuite il y a la fameuse le et, ou est-ce que finalement ça permet de pouvoir répondre à la problématique individuelle et la notion du et? C'est une très bonne question parce que ça se présente souvent le cas d'une personne et c'est souvent la femme qui a fait du travail et qui reproche à son compagnon de rien, pas se remettre en question. Bon, c'est assez traditionnel, pas toujours comme ça, mais souvent comme le cas. Je dirais, lorsqu'il y a une grosse problématique et que le partenaire n'est pas à même de soutenir, de tenir le partenaire dans les dialogues parce que c'est trop gros, et je pense en particulier aux addictions, à de la violence, ou quand il y a trop de colère, par exemple.
euh, toute forme d'addiction, parce que c'est un lien avec la substance et non pas avec la personne, et donc c'est trop difficile. Là, c'est absolument indispensable. Pardon. C'est absolument, Mm. à vos souhaits. C'est absolument indispensable que la personne sujette aille voir quelqu'un. Et puis ensuite, puisses-tu faire le travail de couple ou parallèlement. Mais d'une manière générale, les personnes qui ont fait un travail individuel ont eu tendance à renforcer leur moi, l'affirmation de qui ils sont. Et ça a plutôt un tort, ça crée plutôt un tort parce qu'elles sont un peu dans un état de une conscience de, mais moi j'ai fait le travail, je sais, je me connais. Maintenant, c'est à toi de faire. Or, on ne travaille pas de cette manière-là avec l'imago. Et donc, nous, moi, j'aurais tendance à dire, non, mettez l'énergie dans le couple, à moins que vous ayez vraiment une grosse problématique. Parfois, il y a eu un abus ou des viols, des choses comme ça dans l'enfance qui sont encore trop difficiles, trop douloureuses pour pouvoir les aborder dans le Donc couple. un gros trauma, si vous dites un Hein. gros trauma ou une Oui, addiction, il faut la traiter avant de faire le travail avec d'imago. Par contre, voilà. si c'est des traumas qui sont des traumas, mais pas forcément des grosses choses, on peut commencer directement en travaillant sur le coup pour pouvoir se réparer mutuellement. Absolument. L'abandonnisme, grosses souffrances d'abandon ou de sentiments de rejet ou des choses comme ça, c'est là que ça doit se travailler. Parce que si on va le travailler à l'extérieur, on rassure la relation, mais on la soigne pas vraiment. Et donc, on la travaille à l'extérieur. Alors, la personne va se trouver peut-être personnellement, individuellement, plus en confiance, plus en sécurité, mais c'est pas ça qui va aider la relation. Je dirais que justement, le fait que par exemple, je peux parler pour notre couple, car là, si c'est possible, nos histoires, et ça expliquera un peu mieux la théorie, quoi. Basiquement, moi, j'ai eu ce sentiment vraiment de rejet dans ma famille. Et je rajouterais encore par rapport à tout ce que j'ai dit au début, c'est que quand je suis né, mes parents attendaient une petite fille. Mm. Et ils avaient décidé que je serais une petite fille. Ça donne des frissons partout. Mm. Il y en a Ils avaient beaucoup, hein, acheté. il y a Ouais. beaucoup de personnes où c'est le Je, cas. Mm. oui, je partage cette expérience parce que je sais que ça peut aider Mm. beaucoup de gens de comprendre ça. Euh, et donc, les habits avaient été achetés, le prénom trouvé, les chambres décorées, etc. Et quand je suis né, c'était une énorme déception. Et ma mère m'a dit par la suite que le jour de ma naissance, parce que j'étais un petit garçon, elle avait fait une dépression dont elle n'était jamais sortie de toute sa vie. Donc, moi, je suis responsable d'une dépression de ma mère. Elle a continué à m'appeler de temps en temps par le prénom féminin qu'elle aurait voulu me donner. Elle voulait m'appeler Graziella. Et jusqu'à l'âge de 50 ans, quand je ne la voyais plus pendant quel temps et qu'elle me retrouvait, elle me disait, ah, ma petite Graziella. Je dis, écoute, maman, c'est bon, ça fait assez longtemps maintenant. Bref, moi, intérieurement, j'avais compris que ben, c'était son problème. J'avais fait de la thérapie, j'avais tapé sur des coussins, voilà, tout ça, c'était bon. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que tout au fond, ça avait créé une souffrance terrible. Pas du fait que j'étais pris pour une petite fille, parce que je savais bien que j'étais un garçon, mais parce que je n'étais jamais la bonne personne. Mm. J'ai rencontré Carla, qui était une femme qui avait été en tant qu'enfant abandonnée. Sa maman ouvrait une boutique quand elle est née, et donc elle l'avait mise dans l'arrière-boutique très tôt. Et elle l'a laissée pendant des heures dans son couffin avec un biberon sur l'épaule. Et elle souffrait, et par la suite, encore à d'autres époques de sa vie, elle l'a beaucoup abandonné. Elle souffrait d'abandonnisme. Elle était très abandonnique. Moi, j'étais un enfant qui se sentait rejeté. On s'est rencontrés, attirés par l'esthétique, la culture, tout ce qu'on veut, tout ce qui est conscient. Mais le choix de notre rencontre a été fait inconsciemment par le cerveau reptilien, nanana, qui déclenche tout ce système Vos de âmes se pensée. sont appelées l'une à l'autre. Oui, parce que quelque part, notre vieux cerveau, nos âmes, Mm. ont reconnu chez l'autre une même blessure. C'est-à-dire que la blessure était un peu différente. Elle, c'était l'abandon, moi, le rejet, mais c'est des blessures du stade de l'attachement. À l'âge où l'enfant doit pouvoir vivre dans la sécurité qui peut s'attacher à quelqu'un. À maman en particulier, papa aussi, mais surtout maman, Ah parce là, que surtout la maman, oui, il y a un lien ben, particulier avec le. ben oui, il a vécu 9 mois en pension Mm. complète. L'enfant, il connaît. Mm. Et donc, c'est surtout avec maman que se passe ce phénomène, ce travail des premiers mois. Hein. Papa a aussi son importance, évidemment, mais pour d'autres, avec d'autres fonctions. Bref, on a vécu les deux une énorme carence à ce niveau-là. Moi, par le sentiment du rejet, et elle, par le sentiment de l'abandon.
Très tôt, moi, j'ai développé des structures de protection qui étaient de garder la distance avec l'autre, de ne pas me montrer, de ne pas montrer mes émotions, de peu demander aux autres, de peu montrer de moi. C'est-à-dire que très tôt, j'ai appris à garder l'énergie à l'intérieur. Carla, avec sa peur d'abandon, a fait le chemin inverse. Elle a appris à chercher la relation, à s'agripper, à dépendre de l'autre par peur de perdre le lien. Les deux, on a souffert de la peur du lien et donc on a développé chacun une stratégie, mais qui est à l'opposé l'un de l'autre. Mais c'est la même blessure. Et évidemment, quand on a commencé à vivre ensemble, après la phase romantique, avec toutes les hormones et tout, euh, dopamine, ocytocine, enfin, tout ce qui permet au couple un peu artificiellement, c'est un peu difficile à dire, mais un peu aidé par les hormones, à s'attacher. Après quelques mois, une année ou deux, on commence à vivre une vie on décide de vivre une vie ensemble, d'avoir un grand projet commun. Les hormones, ça s'arrête et les problèmes commencent. C'est ce que nous appelons la deuxième partie de la vie du couple, la lutte de pouvoir, qui est liée au fait que c'est pas les personnes. On est différents, on a des habitudes différentes, on a une culture différente, et tout ça, ça crée des petites tensions, des, des- des sensations un peu désagréables, des dérangements, mais tout à fait supportables. C'est ce qu'on appelle une hypersensibilité, et ça libère immédiatement de la dopamine. Pardon, du cortisol, excusez-moi, Ouais, du donc l'hormone cortisol. du stress. Voilà, ça Mm. crée du cortisol. Et pour échapper au cortisol, chacun des deux partenaires va commencer à chercher à sécréter de l'adrénaline. C'est ça qui neutralise le cortisol. Et chacun va le faire en utilisant ses stratégies. Pour l'un des deux, c'est de reprocher, de critiquer, de demander plus, mais tu me montres pas assez, je me sens pas en sécurité. Et l'autre, pour échapper à cette sensation désagréable, va se retirer un peu plus. Et ça crée une lutte du pouvoir entre un qu'on appelle nous la tortue et la tempête de grêle. La tempête de grêle n'est plus en sécurité, donc elle cherche un peu plus de lien et ça crée de la peur chez la tortue qui va se retirer encore un peu plus dans sa carapace. Et voilà, on est parti dans la lutte de pouvoir avec toutes les stratégies, les outils qu'on a développés durant notre vie. Et nous le disons, c'est grâce à ces conflits-là, alors avec Carla et moi, dans notre vie de tous les jours, c'était constamment les conflits liés à mais tu me vois pas, tu me montres pas. Quand il y a des gens, tu parles aux gens, mais tu me regardes plus, tu t'intéresses plus aux autres, euh, etc. Et moi, je lui dis sans arrêt, mais tu veux toujours que je m'occupe de toi, tu me contrôles, tu m'étouffes, tu veux avoir un contrôle sur ma vie, finalement. Et donc, chacun avec son mécanisme. Et voilà, les conflits étaient là. Mais quand on a découvert l'imago et qu'on a appris à construire un petit laboratoire qui est fait de deux chaises et d'une structure particulière, de dialogue, quand on a pu commencer à se parler et quand j'ai pu entendre Carla à un moment donné qui me parlait de à quel point elle se sentait seule, abandonnée et que ça le renvoyait complètement dans son histoire, même si elle s'en souvenait plus dans sa mémoire, mais elle avait la sensation de quelque chose qui lui avait manqué et que je pouvais l'entendre, que j'ai pu l'entendre et la voir comme petite fille en face de moi, les choses ont complètement changé. J'étais plus en danger, mais j'étais plutôt dans une envie d'aider, de soutenir la part petite fille en elle qui était avec une telle souffrance. Et c'est la première fois, et là je le dis comme ça, c'était la première fois, j'avais 44 ans, c'est la première fois depuis l'âge de 10 ans que j'ai pu de nouveau pleurer. Je n'avais plus jamais versé une larme. J'ai vu des gens souffrir, mourir près de moi. Jamais je pouvais pleurer. Et là, pour la première fois, tout à coup, les larmes me sont coulées. J'ai vu la petite fille en face de moi. C'est plus la femme qui était furieuse, mais j'ai vu la petite fille. Parce qu'en même temps que je voyais la petite fille, je pouvais voir le petit garçon qui n'a pas été accueilli. En fait, les deux, on n'a pas été accueillis de façon différente. Et en faisant ça, on est tellement dans une authenticité, dans une vérité, parce qu'on est lié à nos blessures, automatiquement le lien se recrée. Automatiquement, les problèmes se dissolvent. Je ne veux pas dire qu'ils sont réglés une fois pour toutes, parce que je continue à avoir des comportements des fois où j'oublie un peu l'autre. Euh, mais ça n'a plus du tout le même impact. Et au contraire, c'est même des invitations à explorer plus loin.
Parce qu'en faisant ça, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup moins peur d'être dans la relation, d'être rejeté, etc., etc. Parce que dans les conflits, quand Carla me reprochait de ne pas être assez présent, assez démonstratif, je finissais par lui répondre, mais écoute, il faut que tu te choisisses quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas te convenir. Mm. Ça, c'est souvent, Sous-entendu. en effet, une réaction masculine de quand on demande des choses, bah, en effet, va voir ailleurs, l'herbe, elle sera peut-être plus verte. C'est souvent le cas, oui, mais c'est aussi pas parce qu'il n'y a pas. Moi, je parle des blessures de l'enfance, hein, en particulier où dans l'Imago, on explique très clairement qu'il y a trois, quatre ou cinq étapes de développement relationnel de l'enfant. J'ai parlé de l'attachement, mais c'est entre 0 et 15 mois, mais entre 15, 18 mois et 3 ans, c'est l'exploration. Et là aussi, il peut y avoir des blessures parce qu'il y a des besoins très spécifiques de l'enfant. Si le premier stade, c'est vraiment de pouvoir construire cet attachement, dans le deuxième, c'est de pouvoir se séparer, et de pouvoir développer la curiosité. Après, c'est l'identité, etc. Mais à part ça, il y a d'autres phénomènes aussi fondamentaux qui expliquent ce que vous disiez tout à l'heure. Ces comportements qu'on voit un peu stéréotypés entre l'homme et la femme. Euh, et il y a aussi la socialisation. Il y a plein de phénomènes, mais qui sont toujours liés au passé. Mm. On dit que nos âmes sont là pour explorer et dépasser des blessures, et que du coup, bon, on a des blessures dans l'enfance. Après, si on y croit, ça peut être même en karmique, en transgénérationnel, et que du coup, tant que on ne les aura pas réglées, la vie nous enverra des épreuves pour pouvoir avoir à les affronter. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça? Absolument. Ouais. Bon, je dirais en préambule que avec l'Imago, on est très factuel, très, on va dans l'émotionnel, dans la sensibilité, etc. Mais on va pas beaucoup aborder les thèmes de d'âme ou de réincarnation, parce que là, on entre dans des dogmes un peu plus, enfin, qui appartiennent à certains et que d'autres personnes ne peuvent pas Ouais. accueillir. Donc, on va pas créer de la confusion pour ça. Mais bon, pour moi, je suis convaincu de beaucoup de choses, une vie au-delà, etc. Mais ça, c'est personnel. Mais euh, oui, le choix du partenaire, si on ne fait pas le travail avec le partenaire avec lequel on s'est choisi vraiment, eh ben, on va retrouver forcément, si on reprend des relations, les mêmes problématiques. La seule preuve que je puisse donner, c'est qu'on a des statistiques qui parlent de 50% de divorces en gros dans le premier mariage. On arrive à 65, 80, 65, 70 dans le deuxième et 90 dans le troisième mariage de Waouh, divorce. je les connaissais pas ces stats. Ah, c'est fou. Simplement, ça explique que on retrouve les mêmes problématiques. On croit choisir une personne complètement différente. Alors peut-être par certains aspects, mais le problème de fond, on va le retrouver avec le partenaire, le conjoint. Et donc la deuxième fois, ben, peut-être qu'on va pas rester aussi longtemps que la première fois. Et la troisième fois, alors c'est encore plus rapide. Et donc, du coup, les personnes qui nous écoutent et qui se disent génial, j'ai trop envie de pouvoir faire en sorte que mon couple puisse durer le plus longtemps possible et être bien aussi dans ma vie et faire en sorte que mon partenaire se sente bien, c'est forcément des week-ends ou ça peut se faire en consultation à deux ou c'est par groupe? Comment ça se passe? Alors, au départ, c'était en individuel, et puis ensuite, on a développé des stages. Et il y a des gens qui donnent des stages en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, enfin partout maintenant. L'imago s'est développé dans le monde entier. Voilà, des stages de 3-4 jours. Et puis là, nous avons donné énormément de ces stages, mais aussi lié la raison principale. Au départ, la raison était que on on voulait arrêter de voyager. 200 stages par année et toujours à l'étranger. C'est énorme, 200 semaines sur quelques années. Donc, on a décidé d'arrêter, mais notre fils, David, Oui, David Perrault, nous du a... coup, que j'ai eu la chance d'interviewer. Je pense que l'épisode de David sera diffusé avant le vôtre. Donc, Ah, je vous d'accord, invite, d'accord. je vous inviterai à l'écouter parce que David est quelqu'un Volontiers, oui. de fascinant. Oui, Mm. voilà. Ben, il est fascinant. Et puis pour nous aussi, il était fascinant de le redécouvrir après. On l'a connu enfant, on l'a vu grandir, vivre des expériences de vie. Et puis aujourd'hui,
transformer sa vie et entrer dans un monde qui nous a toujours passionnés, du reste. Et c'est tellement touchant pour nous. Mais bon, on n'est pas là pour trop parler de David, mais c'est lui qui nous a demandé de venir faire un stage avec sa partenaire. Et puis à la fin du stage, il nous a dit, mais vous ne pouvez pas arrêter. C'était le dernier stage. On avait annoncé comme notre dernier stage. Et il a dit, mais vous ne pouvez pas arrêter avec toute l'expérience que vous avez, 40 années de pratique. C'est rare d'avoir un couple de thérapeutes qui enseignent ensemble. Parce qu'ils nous voient, les gens, dans un stage, ils nous voient avec nos difficultés, la place et des choses comme ça. Ils disent non, non, il faut continuer. Et puis nous, on a un peu hésité parce qu'on n'est pas tellement au courant des moyens, des techniques nouvelles, euh, des réseaux sociaux et autres. Mais il a beaucoup insisté et on a dit, bon, d'accord, on va essayer un petit bout. Et du coup, on a lancé, enfin, et ensemble, on a monté un stage en ligne. Et donc, je suis assez content, assez fier, parce que finalement, c'est ce que nous proposons, c'est 12 semaines, donc en ligne, un stage qu'on prend, et qui va se dérouler sur 12 semaines. Ça veut dire que chaque semaine, il y a un chapitre qui est proposé. On a fait des vidéos, on a pris des couples qui ont accepté d'être filmés, donc on a des démonstrations vraiment sérieuses, authentiques. Il y a pas de, c'est pas des acteurs, c'est vraiment des gens qui vivent dans la réalité leur expérience. On a fait des vidéos aussi, on explique ce qu'il faut faire. Voilà, on leur propose le travail à faire pendant la semaine. Et puis, tous les 15 jours, on se retrouve dans une visioconférence pendant 1 heure et demie où les gens peuvent nous poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas joué? Qu'est-ce qu'ils aimeraient comprendre? Enfin, voilà, des compléments d'information, les difficultés qu'ils rencontrent. Et on peut leur suggérer de faire certaines choses particulières. On peut intervenir un peu plus personnellement. Voilà, et puis ça dure chaque semaine, et ça c'est sur 12 semaines. Et on s'est rendu compte avec les échos qu'on a eu, les retours, des gens nous ont dit, mais c'est génial parce que on est chez nous, dans notre vie de tous les jours. On est confronté à notre vie de tous les jours et on a l'outil qu'on doit pratiquer chez nous, qu'on devra, si on fait un stage, pratiquer chez nous. Et ça, c'est un atout énorme. Et puis, le fait que ça dure sur 12 semaines, 3 mois, c'est un temps nécessaire pour intégrer une Pour nouvelle digérer. expérience. Ah, Et puis, s'il reste encore quelques difficultés, on va leur donner des solutions, des outils, soit de voir quelqu'un individuellement, 1 séance, 2 séances, pas plus. C'est pas besoin de faire une thérapie. mm. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose qui est proposé maintenant en ligne. Du coup, vous, la prochaine promotion, elle commence quand? Parce que j'imagine que c'est par des promotions que vous Oui, fonctionnez. là, on arrive au milieu de la première promotion qui marche vraiment très, très bien. Et il y a la deuxième qui est mise en ligne. Alors là, je ne sais plus les dates, On mais qui ira va voir être... sur le site si vous Voilà, l'avez pas en tête. voilà, le site, c'est le plus important peut-être pour le donner pour que les gens puissent y aller. C'est l'art du couple. 3 fois W artducouple.com. Super. De toute façon, je mettrai le lien Ouais. sur le site pourquoi-pas-moi.co pour que les personnes puissent aller regarder votre travail. Comment vous écoutez votre intuition? Comment j'écoute mon intuition? Euh, je ne peux pas dire que je l'écoute. Je suis pris par mon intuition parfois. J'ai fait des grandes choses enfin les grandes choses que j'ai faites dans ma vie, les grandes choses, il n'y en a pas des centaines, mais ça a été toujours par intuition. Quand j'ai décidé de faire cette formation à Vienne, en Autriche, c'était à la fin du stage, j'avais appris qu'il y avait cette formation, je vais me coucher avec ma femme, on était au dernier jour du stage, et je n'ai pas réfléchi, je me couche et je dis à Carla, eh bien écoute, je vais faire cette formation. J'ai même pas pensé à l'impact que ça pouvait avoir sur elle, que je lui pose même pas la question si ça l'intéressait ou pas. C'était comme ça. Et ça m'est souvent arrivé de prendre des décisions, Voilà, c'est ça. Je peux pas faire autrement. Comment vous célébrez vos réussites? Moi, je célèbre mes réussites. Je dois reconnaître que c'est Carla qui m'aide beaucoup à les célébrer parce que j'ai toujours un peu de peine. Je suis un peu encore un vieux protestant dans l'âme. L'Église réformée du canton de Vaud. Je suis pas pratiquant, enfin j'ai fini de sortir de tout ça, mais un peu une éducation, il faut pas trop montrer. Et puis je crois que dans mon histoire, je l'ai expliqué, il y a un côté encore, et j'espère arriver d'ici la fin de ma vie à sortir vraiment, à être complètement libéré de cette, c'est plus la haine de moi, mais quand même un jugement, encore un jugement personnel. Et donc, Carla m'aide énormément
à créer de la joie, de la spontanéité. Elle met des trucs en route dans notre vie, parce que c'est des choses qu'on propose dans le stage de couple, de, de, de créer de la joie, des surprises, tous les jours, de se féliciter, de s'encourager. Alors ça, je le fais avec elle, mais les surprises, les pétales de rose posés avec la petite table mise avec des bougies, ça, c'est surtout elle qui le fait. Moi, j'essaie de temps en temps, mais j'ai plus de peine, c'est vrai. Tortue. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Je pense que je me le suis dit quand j'ai dit oui, pourquoi pas moi, je vais faire ce travail de thérapeute. Je pense que ça, c'est la fois la plus importante. Et puis aussi, parfois, dans des réalisations, comme par exemple, euh, oui, j'ai eu il y a 5 ans un accident, un problème cardiaque, qui était beaucoup lié à l'hérédité, au stress, etc. Ça fait plus, non, ça fait 2018. Ouais, Le pas plus, tant. pas Trois tant. pontages et que j'ai dû faire d'urgence, opération à cœur ouvert, vraiment le gros truc. Et j'ai réalisé à ce moment-là que quand j'étais dans le lit d'hôpital et qu'on m'a annoncé la couleur, que je devais devoir faire opérer rapidement, les chirurgiens sont arrivés, ils étaient au pied du lit, ils m'ont dit, voilà, j'ai essayé de négocier, en demandant si on ne peut pas mettre des trucs là dans les artères, Pas des stents. etc. Les stents, voilà. Mm. Et donc, ils m'ont dit, non, 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 ça se discute même pas. J'étais au fond du trou. Et tout à coup, j'ai réalisé, ils sont partis, j'étais là, et je me suis dit, ma vie s'arrête là. Parce que si je peux plus marcher, ma montagne et tout ça, ben ouais, j'arrive à la fin de ma carrière professionnelle. Qu'est-ce qui va me rester? Je vais rester bêtement à la maison à lire, à regarder la télé ou Dieu sait quoi. Et tout à coup, j'ai eu une intuition comme ça, ou une illumination. Mais j'ai jamais été malade de ma vie. J'ai jamais eu de truc grave. C'est normal que j'ai quelque chose une fois. Et cette peur, ce désespoir s'est transformé en gratitude en l'espace de quelques secondes. Et j'ai vécu ce moment comme vraiment une transformation. J'ai pu vivre cette opération avec le- la fleur au fusil. Euh, Tout s'est passé admirablement bien. Et j'ai dit au chirurgien, j'ai dit, demandé l'autorisation juste avant l'opération, j'ai dit, dans une année, j'ai rendez-vous avec des amis pour aller faire une course de montagne dans l'Everest. Et on doit monter à 7000 mètres. Ce sera possible. Il m'a dit oui, ce sera possible. Et là, je m'étais dit, ouais, là, je vais le faire. Et je l'ai fait. Trop chouette. Vous aviez quel âge? Une année. J'avais 70 ans, 71 ans. Je suis monté. Bon, c'est un peu moins haut parce qu'il y a des conditions climatiques. On n'a pas pu parfaitement au sommet, mais enfin, à plus de 6000, 6200 mètres. Vraiment, une année après une opération à cœur ouvert. Trop chouette. C'est quoi pour vous Ah, la pas moi. réussite? Oui, pourquoi pas vous? C'est quoi pour vous la réussite? C'est un terme que j'ai de la peine à utiliser. Je parlerai toujours de réussir, c'est de pouvoir accompagner quelqu'un là où il me demande d'accompagner. Et si je peux le faire, je sens que là, il y a quelque chose qui est réussi. Mais je la sens pas tellement pour moi, la réussite. Et un échec? Euh, je crois que les échecs principaux, c'est quand je m'écoute pas et quand je laisse parler ma volonté, mon vouloir. Et presque systématiquement, parfois, le résultat est pas mauvais, mais je sens que j'ai pas été juste avec moi. Qu'est-ce que vous pensez que le petit Carlo de 6 ans dirait s'il vous voyait aujourd'hui? Ah, il serait fier. Il serait rassuré, il serait fier. Ouais, je me suis souvent posé la question parce que je me vois petit en train de marcher dans la rue avec cette inquiétude. Je voyais mon père qui devait avoir 40 ans et je me disais, quand je serai comme lui, mais je serai quoi dans ma vie? Est-ce que je serai balayeur de rue? Est-ce que je serai... J'avais toutes ces angoisses. Et aujourd'hui, ouais, petit garçon, et dire, oh, je suis content. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Oh, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour lui, que je trouve qu'il a été courageux, qu'il a été... Oh, ça me donne la chair de poule. Qu'il a été vraiment courageux, qu'il était un chouette petit bonhomme. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour vous les renoncements?
Je vois pas de renoncement. Quand il y a un choix, c'est un acquis, c'est quelque chose de plus. C'est plutôt quelque chose. Il y a souvent des choses qui meurent, des amis, des amitiés, des opportunités, mais pour moi, c'est pas des renoncements. Les renoncements, c'est des choses que que j'avais prévu de faire ou de mettre en place. Et il y a autre chose qui se met en place, ou autre chose qui est plus adéquat. Alors ça meurt naturellement. C'est quoi vos plus grandes peurs aujourd'hui? Je crois que ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir guérir complètement toute ma réactivité, parce qu'il y en a encore. C'est-à-dire de chaque fois que quelque chose est difficile, de ronchonner, de réagir dans la relation. J'aimerais tellement pouvoir abandonner cette peur et être dans la confiance totale, quoi. Parce que pour moi, la réactivité, c'est la peur. Ça veut dire quoi pour vous être aligné? Je pense c'est en même temps être dans la conscience de ce qui est de l'instant présent, et en même temps d'être complètement à l'écoute de ce qui se passe en moi. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Ah, d'avoir réussi je peux dire réussi ma relation de couple. Ouais. C'était pas gagné d'avance. Si il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont à l'époque où vous étiez imprimeur, commercial imprimeur, pas heureux, pas à votre place, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ah, que c'est pas un acquis, que c'est pas définitif, que rien n'est acquis, que tout peut se réaliser. Il y a des possibilités infinies dans cette existence. Mais c'est nos peurs du passé, c'est nos peurs d'enfance qui nous freinent et qui nous empêchent et qui nous enferment. Quand je vois des gens qui viennent désespérés, à des couples, ou même des fois des gens individuels, mais surtout des couples qui viennent, qui sont désespérés, et qu'on commence à travailler un petit peu et que je les fais un peu parler, immédiatement je vois tellement de potentiel, tellement de richesse, tellement que eux ont perdu de vue, ont perdu de contact. Et que, ouais, s'il y a des difficultés, s'il y a des souffrances aujourd'hui, s'il y a des peurs, il y a 10 fois plus de possibilités de à réaliser, et que ça vaut la peine de faire un travail sur soi. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et du coup que vous voudriez donner aujourd'hui? C'est un conseil que j'ai pas reçu dans mon enfance, mais j'aurais aimé recevoir. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que tu as tout le pouvoir en toi. Tout est chez toi. Tu peux faire ce que tu veux. Et le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Peut-être c'est celui. Hmm, c'est difficile sur une vie, parce que ma vie, elle est déjà longue, hein. Mais le meilleur conseil qu'on m'ait donné, et toi, ne parle pas trop. C'est quoi vos prochains défis? Parce que Ouais. j'aurais tendance souvent à vouloir mettre des mots sur des choses qui ont besoin d'être juste vécues, senties. Voilà. C'est quoi vos prochains défis? Hmm. Mon prochain défi, bah, aujourd'hui, c'était cet entretien que nous avons aujourd'hui. Il y a un prochain défi, je crois, la semaine prochaine, on a des conférences à donner. Euh, c'est cha- depuis quelque temps, on vit maintenant à la montagne, un chalet retiré, et donc vraiment dans l'ici et le maintenant. Et chaque chose qu'il y a à faire, qui vient de se greffer là-dessus, c'est chaque fois un petit défi. Est-ce que vous avez un conseil de lecture à partager avec nous? J'aurais. Oui, j'ai un conseil de lecture, c'est mon livre, parce qu'on n'en a pas parlé. Pour tous les couples qui aimeraient, qui se posent des questions, voilà, c'est un Est-ce que vous pouvez livre. nous redonner son titre? Je mettrai le lien aussi sur le blog. Alors, c'est Le couple, la prochaine grande aventure. Ces auditions Jouvence.
Et un livre, pas le vôtre, mais que vous recommanderiez? Je viens de lire toute une série de livres. Et le dernier que j'ai lu qui m'a passionné, mais peut-être ça passionnera pas tout le monde, c'est Le Noir qui a écrit un bouquin, je ne sais plus le titre, sur Carl Gustav Jung, Ok. et que j'ai trouvé très accessible et très nourrissant aussi. Ouais. Ouais, Frédéric Lenoir. Alors moi, je l'ai pas lu, mais apparemment, enfin, vous n'êtes pas la première personne à m'en parler. Et apparemment, en effet, il démocratise vraiment toute la pensée de Ouais. Jung. Et en même temps, il a un petit côté joyeux parce qu'il parle de Jung et de sa vie et de ses quelques frasques qu'il y a pu y avoir, enfin, à une certaine époque. Et donc, ça rend l'histoire vivante. Ouais. Trop chouette. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus du coup sur votre livre? Comment l'écriture de ce livre est arrivée dans votre vie? Alors, il savait déjà un moment que je l'ai écrit, puisqu'il a été écrit en 2008. 2007. Et c'était simplement parce qu'à cette époque, le bouquin de Harville Hendricks était épuisé en français. Et j'avais demandé à Harville si on pouvait copier, etc. Il avait dit oui, vous pouvez le photocopier, mais voilà. Et je voulais vraiment qu'il le réédite. Et puis il m'a dit, oh, pour la en langue française, c'est pour faire 50 000 bouquins, c'est des cacahuètes, ça vaut pas la peine. Euh, Oh, désolé, là, il y a un téléphone. On n'a pas entendu. Mm. Ah bon. Et donc, j'ai décidé d'écrire mon livre. Et Carla m'a proposé à ce moment-là m'offrir un mois de location d'un petit chalet à la montagne et de s'occuper de toutes les factures et pour que je puisse être libre pour le lire, pour l'écrire. Pour l'écrire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Après, ça m'a pris encore un petit peu de temps. J'ai dû le faire à compte d'auteur la première édition parce que personne s'y intéressait vraiment. Et puis ensuite, Jouvence l'a repris et puis ça s'est vendu à 30 000 à 40 000 exemplaires. Donc, avec C'est considéré comme un un inté- best-seller en France. je sais pas, on n'en a jamais parlé, mais je trouve que c'est des bonnes ventes. Oui, on est d'accord. Et est-ce que vous avez un conseil? Donc, bon, on l'a compris, si vous avez envie de créer ou en tout cas nettoyer et améliorer le lien du couple, donc de suivre une thérapie imago, est-ce que vous auriez un petit conseil pratique à donner aux personnes qui nous écoutent pour prendre soin en parallèle de leur couple? Oh là là, des conseils, c'est toujours délicat parce qu'il y a tellement de conseils. Et pour moi, les conseils, c'est difficile de les tenir dans la durée. Mais je dirais de considérer le conseil, c'est de réaliser que peut-être ils ne connaissent pas encore vraiment leur partenaire et qu'il y a un trésor à découvrir s'ils veulent bien se donner la peine. Trop chouette. La dernière question, c'est à qui vous avez envie de dire merci et pourquoi? Oh, je crois que ça tombe sous le sens, surtout à Carla, ma femme, parce que elle me remet en question régulièrement, de même que je la remets en question. Et finalement, cette remise en question, ces difficultés qu'on a eues, parce qu'on est tellement différents, très différents à tout niveau, ça a été un cadeau permanent, parce que chaque fois, je crois que l'un et l'autre, on a pu vraiment s'approcher de plus en plus de qui on est et qui on a besoin d'être Vous avez grâce chacun aux révélé distensions. le divin qu'il y avait à l'intérieur de vous, de vous mutuellement. J'ai pas entendu un bruit. Je disais que vous avez pu révéler le divin que vous aviez chacun en vous. Oui, oui. Mais c'est vrai que je pense que tous les couples, et grâce à leur conflit, vivent ça, sauf qu'il tant qu'il n'y a pas les outils pour faire ce cheminement, eh ben, ça crée de la souffrance et c'est pour ça que souvent les couples abandonnent, échouent. Si on parlait de 50% de divorces dans les couples actuellement, sur les 50% qui ne divorcent pas, on parlera de 15% qui vivent un mariage parallèle et parce qu'ils veulent pas, ou un divorce secret, ou 20%, ou 30%, je crois les chiffres, ouais. Donc il y a peu de couples qui peuvent vraiment se targuer de jouir de leur relation. Un grand merci, Carlo, pour ce moment. Je mettrai du coup le lien vers votre livre et puis vers votre site sur le site pourquoipasmoi.co. Et puis, moi, je vais remercier David Pérou de nous avoir mis en relation. Merci beaucoup, David, si tu nous écoutes. Il n'est pas très loin, je ne sais pas s'il nous entend. Là, il est Il écoutera arrivé, sûrement le podcast, peut-être. il faut l'entendre, oui. Merci Charlotte. Si ça vous intéresse, j'ai le bouquin ici pour vous le montrer. Bien, ça vous aide? C'est gentil, mais comme on n'est pas filmé, Ok. Ah je oui, c'est mettrai, juste, oui, pardon. je mettrai le lien sur le Ok, blog. Merci d'accord. beaucoup. Merci Charlotte. Bonne fin de journée. Merci. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu.
Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.